7e Forum mondial de Nestlé sur la création de valeurs partagées s'est ouvert aujourd'hui. C'était en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La rencontre s'articule autour du thème « Investir dans le développement durable en Afrique ». Après le BEPC qui a démarré hier, les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont débuté ce mardi. Plus de 19 000 candidats prennent part à ces examens qui s'étendent sur 4 jours. Nous parlerons justice à l'étranger. La CPI a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en Centrafrique. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Coopération Côte d'Ivoire-Sénégal, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a entamé aujourd'hui une visite de 48 heures en terre portugaise. Invité par son homologue du Portugal, il est arrivé ce mardi à l'aéroport de Lisbonne. Cette visite d'amitié et de travail sera axée sur la tenue de la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. La première session s'était déroulée l'an dernier à la même période. C'était l'occasion pour les deux pays de tisser des partenariats privilégiés. La Côte d'Ivoire avait alors procédé à la réouverture de son ambassade au Portugal. Autre pan de cette visite du chef du gouvernement ivoirien au Portugal, un entretien avec son homologue portugais António Costa, ensuite avec le président de la République du Portugal. Des membres du gouvernement ivoirien accompagnent le Premier ministre au cours de ce périple. À sa descente d'avion, Daniel Cablon-Duncan s'est exprimé sur sa visite au Portugal. Il était au micro de notre envoyé spécial Sylvie Touré. Ce sont des relations qui sont donc anciennes, qui sont de qualité, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que les échanges ne sont pas aussi importants compte tenu des potentialités donc, de nos deux pays. Mais ces derniers temps, quand même, il y a une accélération. Des accords ont été signés. On a à peu près, je crois, 6 accords qui sont ici déjà. Il y a de nouveaux accords probablement qui vont être signés pendant notre séjour. Et puis nous aurons certainement la chance, cette fois-ci, de ne pas faire que Lisbonne, mais apparemment nous devrons faire aussi Porto et Viseu, je crois. Donc il faut accélérer ces relations. Nous avons des entreprises portugaises qui sont déjà en place en Côte d'Ivoire, notamment une entreprise d'ailleurs, Marinho Aguas, là, qui a construit le pont de Bassawa. Les Portugais ont un savoir-faire très important dans beaucoup de domaines. Domaines donc disons, de la construction. Vous avez vu les 2 ponts qui traversent le Tage ici. Nous avons aussi des possibilités en matière touristique, maritime. Donc il y a vraiment un champ de collaboration qui est important et il faut pousser ces éléments-là et c'est ce que nous avons échangé donc, à la partie donc, portugaise pendant notre séjour. Et ici en Côte d'Ivoire, avant son départ pour le Portugal, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a pris part à la cérémonie d'ouverture du 7e Forum mondial de Nestlé sur la création de valeurs partagées. Thème retenu, investir dans le développement durable en Afrique. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, participe également à cette rencontre. Herman Guivet. Hôtel Ivoire d'Abidjan, des centaines de participants réunis pour échanger sur la création de valeurs partagées. Ce système d'échange qui implique une responsabilité partagée entre le gouvernement et le secteur privé, un concept qui met en évidence la possibilité pour l'entreprise d'augmenter de façon durable sa rentabilité en tenant compte de ses intérêts et de ceux de la société. L'initiative de ce forum revient au géant suisse de l'agroalimentaire. Son président, Peter Brabeck, l'émateur, présent pour l'événement à Abidjan, a exposé sa vision pour ce qui concerne la création de la valeur partagée. Nous sommes heureux que le groupe Nestlé ait décidé que la 7e édition se tienne ici en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un élément donc important. Ça montre la confiance que la communauté internationale des hommes d'affaires a en la Côte d'Ivoire et à l'œuvre du président Alassane Ouattara qui vise à faire de ce pays un pays émergent en 2020. Je pense que les perspectives sont bonnes. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires qui sont venus aussi ici. Et je crois que tout ça participe du rôle du secteur privé au niveau de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a rappelé l'impérieuse nécessité pour les États africains et le secteur privé de construire leur collaboration autour de ce système. Un rendez-vous qui devrait favoriser des échanges autour de thèmes d'actualité tels la construction d'économies et de communautés plus fortes en Afrique, les questions de santé et de sécurité nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, des approches novatrices pour une croissance économique solidaire et durable.
Abidjan abrite le séminaire sur la gestion de la performance dans l'administration fiscale. Ce conclave réunit pendant 5 jours des hauts cadres de l'administration fiscale des pays membres de l'UEMOA. Ces participants tenteront de s'accorder sur des indicateurs fiables et pertinents pour conduire les réformes au niveau de l'administration fiscale. Noël Nyagnou. Ces hauts cadres de l'administration fiscale des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont en formation avec ceux de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry sur la gestion de la performance de leurs administrations. Il s'agit de mettre à la disposition de la dizaine de participants des outils qualitatifs pour une meilleure évaluation de leurs actions comme agents fiscaux. Mieux identifier les difficultés réelles auxquelles font face nos administrations respectives dans le cadre de la mise en œuvre des indicateurs de performance, de vous approprier la méthodologie présentée par les experts, d'apprendre les techniques les mieux adaptées pour répondre aux besoins réels des administrations fiscales. Des administrations fiscales dont le rôle est capital pour la mobilisation des recettes, pour le fonctionnement de l'administration, l'investissement public, le paiement de la dette et autres. Toute chose qui explique la nécessité de la mise à disposition des États à travers ces hauts cadres de l'administration fiscale, une plateforme d'échange d'informations fiscales aux objectifs clairement identifiés. Le renforcement des recueils d'informations comparables par pays et par région, la mise à disposition des informations fiscales permettant de faciliter les recherches futures dans le domaine de l'administration fiscale. Ouvert ce lundi, ce séminaire régional est organisé conjointement par le département des finances publiques du Fonds monétaire international et le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afrita de l'Ouest, sur la gestion de la performance des administrations fiscales. Intéressons-nous aux examens à grand tirage. 19 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces examens durent 4 jours. Ils ont démarré ce mardi avec la technique d'expression française. Et c'est le lycée technique de Cocody qui a servi de cadre au démarrage officiel. Franck Quadiou. Il est 7h20. Les candidats arrivent à pas pressés. Nous sommes au lycée technique de Cocody. Début des épreuves de la session 2016 des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À 10 minutes de la première épreuve technique d'expression française, François ne retrouve pas encore sa salle. Je n'ai pas eu le temps hier de pouvoir faire cela, donc c'est ce matin que je suis en train de voir. Bon là, il n'y a pas mon nom, peut-être que c'est l'autre côté, donc je suis en train de chercher ensemble. Ils sont plusieurs dans la même situation. Selon les surveillants, ils auraient dû, par prudence, satisfaire à cette formalité la veille, dans l'après-midi. En salle, ce sont les premières consignes. Puis, la distribution des feuilles de composition en attendant l'ouverture officielle. Et justement, le directeur de cabinet adjoint va y procéder. Des conseils avisés, puis cap sur un autre centre d'examen, le CBCG. L'épreuve semble abordable selon ses candidats. Le test parle de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, un an après. Le test abordable, j'arrive à comprendre. Des candidats décidés et satisfaction pour les autorités. Pas d'incident majeur. Les premières sessions sont bien déroulées, première session avec les stages, les soutenants de stage, les épreuves d'EPS, etc. Tout ça s'est bien passé. Nous sommes maintenant à l'étape des écrits et tout se passe bien. Le matériel de session a été bien déployé, sécurisé dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats. Je crois que tout est bien en ordre pour que les épreuves se passent dans les bonnes conditions. Notons que 19 023 candidats sont en lice pour cette session 2016. Ils sont repartis dans 47 centres au plan national. 8 filières sont concernées pour les brevets de techniciens et d'études professionnelles, de certificats de qualification et d'aptitude professionnelle. Fin des épreuves écrites le vendredi 24 juin. Rendons-nous dans la région de Békay où se tiennent également des examens. Il s'agit des épreuves préparatoires au brevet de technicien et au certificat d'aptitude professionnelle. 1247 candidats sont concernés. Ces examens ont débuté officiellement au Collège d'enseignement technique de Boaké. Maria Kobi, Kader Sogodougou. Après le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en train d'épuiser son chronogramme.
Le brevet des techniciens BT et le certificat d'aptitude professionnelle CAP sont les examens présentés par les 1247 candidats de la région de Gbeke. À Boaké, c'est le collège d'enseignement technique qui a abrité le démarrage des épreuves. Autorités administratives et éducatives étaient réunies à cette occasion. Kone Aka, préfet de la région de Gbeke, au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, a invité les candidats à la rigueur et au courage, gage de leur réussite. Pour le directeur du dit établissement, tout se passe relativement bien. Les salles sont bien préparées, les candidats ont déjà reçu leur copie. Nous avons fait un taux d'admission de l'année passée qui est de 96,67%. Je pense avec le grand nombre de filles, on va arrondir. Les différents candidats se disent confiants à l'entame de cet examen. Je suis en maintenant de véhicules et engins. Avant, on croyait que le métier était fait uniquement que pour les hommes. Mais je pense qu'ils ont menti. Le métier est fait pour tout le monde. Je compose en puériculture et diététique infantile ce matin. Je suis aide-soignant, mais c'est le diplôme qui me manque. Les résultats des examens du BT et du CAP session 2016 sont prévus pour le 9 juillet prochain. Rôle de l'écodiplomatie dans la transformation structurelle et l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, c'est le thème d'une conférence animée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, également secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Carlos Lopez séjourne en ce moment à Abidjan. Avant la conférence, il a été reçu par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, perpétuellement Grace Kondo. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, vient d'initier une conférence pour permettre aux diplomates ivoiriens de s'imprégner des notions de la diplomatie économique. Pour le conférencier, le rôle économique des ambassadeurs doit être renforcé en raison de la mondialisation des échanges. Le diplomate ivoirien doit être proactif en matière de veille économique, commerciale, industrielle et technologique. On est entré dans une nouvelle phase où la diplomatie des pays africains doit être l'objet de beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'apports de l'économie, parce que nous sommes en train vraiment de répondre à des besoins qui sont de nature stratégique. Et donc sans la connaissance de l'économie, on va perdre beaucoup d'opportunités. Les diplomates ont posé leurs préoccupations afin de mieux jouer leur rôle dans leurs différentes chancelleries. Cette conférence nous permet de nous mettre à jour sur la nouvelle vision. Et donc c'est très important pour nous, surtout quand il s'agit de négocier pour l'intérêt de son pays. Le ministre des Affaires étrangères a auparavant accordé une audience au secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carlos Lopez, pour parler de l'économie ivoirienne. Direction le Parlement à présent, le deuxième séminaire de réflexion sur le libéralisme s'est ouvert hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit du libéralisme à visage humain, c'est-à-dire un libéralisme qui met le bien-être de l'homme au centre des actions et politiques de développement. Pour l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, ce libéralisme est attribué au président de la République. Plus de 100 participants et experts sont réunis pour réfléchir aux aspects clés de ce mode de gouvernance. Et c'est en présence du député Trazéré Célestine, représentant le président de l'Assemblée nationale, Gabriel Zani. Les séminaires de réflexion sur le libéralisme tenus par Initiative libérale de Côte d'Ivoire ILCI tournent autour d'une question principale. Les Ivoiriens cernent-ils la vision libérale d'Alassane Ouattara? Pour l'organisation, la formation populaire est un moyen efficace pour y parvenir. Le lundi 20 juin, à la rotonde de l'Assemblée nationale, un séminaire s'est ouvert sur les enjeux et les perspectives de la représentation politique dans un contexte libéral. Ce deuxième séminaire a pour objectif de faire le bilan du vivre ensemble et se projeter sur la nouvelle philosophie libérale du président de la République qui est Réussir ensemble. Le président de la République prône un libéralisme à visage humain, une raison qui pousse ILCI à soutenir le projet de révision de la Constitution. Nous devons expliquer aux populations les véritables enjeux. Le véritable enjeu de la nouvelle Constitution pour nous, c'est la paix. Le Parlement est la représentation nationale des populations et des forces politiques.
Les résultats des travaux de ce séminaire sont attendus par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, représenté par un de ses vice-présidents. Les résultats de vos travaux vont sans nul doute contribuer fortement à ces deux volets. Il me charge de vous réitérer son appel de l'institution d'un groupe pluridisciplinaire de veille, de prospective et de mise en œuvre du libéralisme à visage humain en Côte d'Ivoire en vue d'établir un corpus et confectionner des dossiers pouvant servir dans le cadre de l'éducation populaire. Depuis 2013, date de création de l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire, plus de 5000 leaders d'opinion ont été formés et une vingtaine de sections installées à travers le pays. Nous changeons de registre pour parler agriculture. Des producteurs d'anacarde de 19 zones à Korogo ont décidé de s'unir pour défendre leurs intérêts. Ces producteurs rencontrent des difficultés. Il s'agit notamment des pratiques d'acheteurs véreux, des feux de brousse et un manque d'encadrement et de financement. Soro Corona, Kwadio Kwami. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2015-2016 tire à sa fin. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdraman, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. L'inorganisation fait que vous voyez aujourd'hui au niveau du prix. Aujourd'hui, tout producteur, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas à mesure de donner un prix et puis avoir un monopole. Si nous étions organisés, par exemple, on peut dire nous on vend notre produit à tel prix. Kakou Kofi Alexandre avait les frais de cette inorganisation. Son champ est parti en fumée faute d'application des techniques de préservation des champs en période de saison sèche. Avant l'incendie de mon exploitation, je faisais plus de 10 tonnes par an. Face à toutes ces difficultés, les producteurs des 19 zones de production se sont retrouvés à Korogo pour mettre en place une structure à même de défendre leurs intérêts. La FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire, toilettage des textes, élection du président du conseil d'administration et mise en place du comité de surveillance. Au bout d'une journée de travaux, c'est Kone Wayarga qui est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette première fédération regroupant tous les producteurs du pays. Nous remercions le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkloubali. Nous voulons que vraiment cette fédération puisse avoir tous ses moyens politiques pour pouvoir aller à l'interprofession avec la filière anacarde. La filière anacarde est animée par plus de 300 000 producteurs et fait vivre 4 millions de personnes. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de la noix de cajou depuis 2015. Toujours dans le domaine de l'agriculture, penchons-nous sur l'amandier des tropiques. Il est cultivé ici en Côte d'Ivoire depuis 2010 et se présente comme une culture pérenne d'exportation au même titre que l'anacarde. Les promoteurs de l'amandier veulent transformer cette noix. Ils envisagent donc de construire une dizaine d'usines. Le but est d'obtenir divers produits finis dont l'huile d'amande douce. Justine Seydjiki. L'amandier des tropiques, appelé communément cocoma, une plante miracle, pourrait-on le dire. C'est une inspiration que j'ai reçue de Dieu, d'approcher cet arbre et de vulgariser. C'est par là que j'ai mené les recherches pour trouver tous ces sous-produits. Ces dérivés, l'huile d'amande douce, les fertilisants, la farine boulangère, la tisane, les aliments de volaille, de bétail et de poisson, ainsi que les engrais organiques produits de façon artisanale, puis commercialisés depuis 2007, doivent passer à la phase d'industrialisation vu la forte demande. Ces produits ont été testés sur les différents marchés en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Europe. Et nous avons atteint le point maintenant où le marché est suffisamment connu pour que nous puissions passer à la phase industrialisation. Il y a au total une dizaine d'usines qui sont prévues. Nous avons déjà eu des partenaires étrangers qui sont prêts à financer la première usine. Pendant longtemps, nous avons exporté le cacao brut et avec l'amandier, nous voulons exporter que des produits finis pour capter nous-mêmes ici la valeur ajoutée. Cultivé dans 25 régions de la Côte d'Ivoire par 5000 planteurs, sur une superficie de 8000 hectares, les promoteurs de cette culture pérenne
envisage atteindre 25 000 hectares d'ici quelques années. La production de l'amandier des tropiques pourra générer 100 000 emplois d'ouvriers agricoles et 5 000 emplois industriels, impliquer plus de 500 000 personnes. L'exportation de ce produit à moyen terme sur 5 ans rapporte 122 milliards de francs CFA, à long terme sur 10 ans, 360 milliards de francs CFA. L'amandier des tropiques, une culture en passe de rivaliser d'ardeur avec le cacao, le café ou l'anacarde. Quelles sont les voies et moyens pour doter le secteur vétérinaire ivoirien d'une nouvelle législation? Plusieurs experts réfléchissent à la question. Ils ont élaboré des textes et recommandations qui seront soumis au ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique d'assainissement de la filière élevage lancée il y a quelques années. Elle devrait permettre de dynamiser le secteur des ressources animales en Côte d'Ivoire. Serge Collier. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire passe par une législation vétérinaire en phase avec les exigences et normes internationales. Les autorités ivoiriennes, qui en sont bien conscientes, évaluent la réglementation en vigueur afin de pallier les insuffisances. Membres du groupe de travail pour la révision des textes, plusieurs spécialistes des questions vétérinaires, au nombre desquels le docteur Aman Sissé, directeur des services vétérinaires, planche sur les nouvelles dispositions à prendre. Pour Zoumana Meïti, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, les conclusions de ces assises vont améliorer les actions des services vétérinaires et les rendre plus conformes. Mieux, les données recueillies permettront au pouvoir public de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé animale. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage a été enclenchée en 2011 par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans le domaine de la santé, un atelier en vue de présenter le projet 48 qui vise l'amélioration des capacités de gestion des crises épidémiques a débuté ce mardi au plateau. Il regroupe des experts des pays de la façade atlantique africaine regroupés au sein de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ils tenteront de développer leurs capacités et améliorer le niveau régional de préparation et de réponse aux crises épidémiques. Pargasso Rokoni. La recrudescence de crises épidémiques dans la sous-région ouest africaine préoccupe des experts et acteurs impliqués dans la gestion des épidémies. La récente crise liée au virus à Ebola en est la parfaite illustration. D'où cette rencontre des experts des pays de la façade atlantique africaine regroupés au sein de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en vue de présenter le projet 48, projet qui vise à améliorer les capacités de gestion des crises épidémiques. L'objectif du projet, c'est de mettre en œuvre des moyens de communication efficients entre les acteurs de différents pays afin de pouvoir être aptes à faire face à des crises sanitaires majeures. C'est un projet qui vise à aider les pays, à soutenir les pays pour améliorer la gestion des crises épidémiques. Le projet 48 bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce projet 48 vient nous renforcer dans un domaine qui rentre dans les priorités du gouvernement de Côte d'Ivoire, à savoir assurer une meilleure gestion de tout ce qui pourrait apparaître comme un risque. Au programme de ces 4 jours de travaux, des visites à l'Institut national de l'hygiène publique, à la clinique des maladies infectieuses du CHU de Trécheville, au laboratoire national de la santé publique, à l'unité d'isolement du CHU de Yopougon et à l'Institut Pasteur seront effectués par ces experts et acteurs impliqués dans la gestion des crises épidémiques. Le monde entier s'est souvenu hier des réfugiés à travers la célébration le 20 juin de la journée qui leur est dédiée. Plusieurs villes du pays ont abrité des cérémonies officielles. À Danané, la commémoration s'est traduite par une crosse populaire, une présentation des AGR des réfugiés libériens. Ces derniers ont fui la guerre civile dans leur pays et se sont bien intégrés dans la société ivoirienne. Notre correspondante Eve Boué a rencontré les 181 réfugiés libériens qui vivent à l'ouest du pays.
C'est par un cross populaire dit cross de la cohésion sociale que démarrent les festivités marquant la célébration de la Journée mondiale des réfugiés dans la ville de Danane. Ensuite, sur l'esplanade de la mairie, des réfugiés tout à l'honneur. Des Libériens qui ont fui leur pays pendant la guerre civile ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, sont bien intégrés. Présentation de quelques activités génératrices de revenus. Ils sont reconnaissants. Devant, il y a un petit coin ici. Madame, mes enfants, je paie ma maison dedans. Je dis à mes frères ivoiriens, merci, je vous remercie. Profonde gratitude au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil. Gouvernement et peuple de Côte d'Ivoire, une synergie d'action qui a facilité leur intégration. Nous remercions aussi les populations de Danane qui ont accueilli pour la plupart ces réfugiés en frères et qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont ici, ils sont quand même intégrés. Et je pense que tout est à l'honneur des chefs traditionnels et des chefs des communautés. Ils sont au total 181 réfugiés libériens résidant à Danane, Zouogne et Guiglo. La célébration de la Journée mondiale des réfugiés est une occasion pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de saluer le courage et la résilience des familles forcées à fuir les conflits et les persécutions. Cette année, le grand public doit montrer son soutien en signant une pétition avec les réfugiés. Pétition qui sera remise au siège de l'ONU avant l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 septembre 2016 consacrée à la question des réfugiés. Un mot de culture, le Festival de la culture et art dans FECADAN se poursuit. La ville de Mans accueille l'événement. La journée de dimanche a été consacrée à une course de masques à Krikouma, connue par Gassoro. Krikouma, un village de la commune de Mans, abrite la course des masques, une activité du FECADAN, Festival de la culture et des arts dans. Les jeunes vont rivaliser les masques sur une distance de course et c'est Albert Flindé, cadre de la région du Tonki, qui donne le ton de ce jeu traditionnel de loisirs du peuple dan. En Pays d'An, cette compétition a lieu après les nouvelles récoltes. Elle opposera plusieurs villages et le vainqueur sera récompensé avec des produits vivriers. La course de masque, c'est une compétition. C'est fabuleux. Féliciter le masque qui m'a raté, presque de justesse. On n'a qu'à venir s'amuser comme ça de temps en temps au village. Il ne faut pas que tout se limite à la politique. Que ce soit des cadres, que ce soit des hauts cadres, même des ministres, doivent venir dans leur région pour faire la promotion des loisirs, pour faire la promotion des jeux traditionnels. Sport, loisirs, jeux traditionnels constituent un élément fondamental pour la cohésion sociale. Pour les participants, la course des masques est un jeu de loisirs qui devra être pérennisé pour la valorisation de la culture dans. Les films asiatiques qu'on regarde, c'est la tradition que nous montre à la télévision. Mais aujourd'hui, si FECADAN vient vers nous pour faire sortir notre tradition, moi vraiment, je suis épaté. Plusieurs dons composés de pagnes et des enveloppes ont été offerts aux jeunes et aux femmes de Krikouma par Dr Albert Flindé, parrain de la course de masques du Festival de la culture et des arts dans FECADAN. À l'étranger, la Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en Centrafrique. Il est la personnalité la plus haut placée à avoir été condamnée par la CPI. 18 ans de prison, peine requise contre Jean-Pierre Bemba par la CPI. L'ancien vice-président congolais a été en mars reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une peine pour avoir fermé les yeux sur le meurtre et viol commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Surnommé le Mobutu miniature, l'ancien chef de guerre avait quitté Kinshasa en 1999 suite à la prise du pouvoir par l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Accompagné de 1500 hommes du mouvement de libération congolais, Jean-Pierre Bemba s'était rendu en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Face à cette condamnation, la défense annonce qu'elle fera appel.
Loi travail en France, les syndicats refusent catégoriquement de renoncer à défiler jeudi. Un refus catégorique à la préfecture de police de Paris qui leur a à nouveau proposé lors d'une réunion mardi 21 juin de renoncer à organiser un défilé. Le préfet a suggéré aux syndicats de lui préférer un rassemblement statique lors de la journée d'action contre la loi travail prévue jeudi 23 juin. Scénario que les syndicats n'ont cessé d'exclure depuis lundi. Les organisations syndicales demandent à pouvoir défiler comme ils l'ont fait lors des précédentes journées d'action. En sport, à l'occasion du sommet olympique réuni mardi à Lausanne, Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a précisé la position du CIO concernant les athlètes russes. Il a réitéré son soutien à la décision prise vendredi par la Fédération internationale d'athlétisme. Celle-ci a confirmé la suspension de la Fédération russe et indiqué que seuls des athlètes russes ayant vécu à l'étranger et ayant subi suffisamment de contrôle pourraient être repêchés par l'IAAF comme athlètes neutres. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.